je jouais avec des joueurs qui étaient honnêtement certains plus forts que moi, mais ils n'avaient pas le mental que j'avais, ils n'avaient pas cette envie de... Moi, quand je rentre sur un terrain, je me dis, c'est pas possible que le gars d'en face me passe. Il va peut-être me passer une fois, mais c'est impossible. Il n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu, les difficultés que j'ai pu vivre dans le passé. Donc dans ma tête, je sais que c'est une force au quotidien. Je peux être mauvais pendant un temps, mais je sais que je vais me ressaisir. Je sais que je vais aller de nouveau vers les sommets parce que j'ai ce truc en moi que je lâche jamais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Grind Game. Ce podcast qui interviewe des entrepreneurs, des athlètes, des investisseurs, tous unis par un trait de caractère, la ténacité. Celui qui lâche, il a perdu. Et The Grind Game, on a envie d'aller pousser un petit peu les portes de l'excellence pour aller voir ce qui se cache derrière. Le doute, la complexité, des challenges, la résilience, mais finalement des recettes qui amènent vers la performance pérennisée et vers l'excellence pérennisée. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir mon pote Gaël Fickou, 3/4 évidemment du Racing 92, international français, 90 sélections au compteur, un palmarès long comme le bras, une carrière encore remplie de choses à faire, et surtout une personnalité attachante qui veut dépasser ses limites, qui veut être entrepreneur, investisseur, être absolument multicarte. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se plonge un petit peu dans son parcours. Gaël, salut, bonjour, merci d'être là. Salut Benji, ça fait plaisir d'être là. C'est un vrai kiff. Depuis le début de Teampact, tu sais, je te dis souvent que j'aime ces parcours différents, j'aime ces personnes différentes. Et tu fais partie de ceux qui ont envie d'exceller dans un domaine, excellent dans un domaine, bien sûr, mais n'ont jamais envie d'être uniquement résumés par le rugby, par le sport, par un seul petit pot. Et finalement, tu touches à tout. Tu vas te planter dans certains trucs, mais tu vas apprendre. Tu n'as pas peur de planter et d'apprendre. Mais par contre, tu as un esprit de compétiteur qui fera qu'à mon avis, tu ne te planteras pas deux fois. Et tu auras envie d'apprendre et d'être résilient et de repousser toutes les limites, etc., etc. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter en 3 mots et puis nous parler de cette petite étincelle? D'où vient le petit Gaël qui est né à la Seine-sur-Mer il y a une 30aine d'années? Et d'où lui vient cet esprit de compétition? D'où vient cette envie de sortir de sa... de pas être le même que ses copains d'école? D'où vient cette flamme qui s'appelle l'ambition et l'esprit de compétition? Non, mais je pense que ça, je l'ai cultivé de par l'endroit d'où je viens et mon éducation aussi. Je viens d'un milieu très modeste. Mes parents sont issus de l'immigration, donc forcément, on a grandi dans des cités où c'était pas toujours rose, mais ça m'a forgé un caractère. Tu sais, dans une cité, il faut toujours s'en sortir. De par les bagarres, de par être le meilleur sur le terrain. J'ai fait du foot et après, je suis tombé fou amoureux du rugby à l'âge de 13 ans. Et très vite, j'ai compris que c'était un sport qui pouvait aussi me sortir de là où je venais. Et Dieu sait que c'était assez compliqué, des tours de 16 étages, avec énormément de lieux dégradés, etc., beaucoup de conflits, etc. Mais ça m'a permis de grandir, de voir aussi les dangers que peut avoir cette société. Et je me suis dit, je veux sortir de ce milieu-là. Je le critique pas parce que ça en fait ma force. Je viens d'ici, je le renie pas. Et au contraire, je suis un porte-drapeau de ce milieu-là, mais c'est vrai que en touchant le rugby du doigt, je suis sorti de mon quartier, j'allais faire des tournois un peu partout en France, et très vite j'ai pris goût à ce sport et j'ai voulu en faire mon métier. Donc très rapidement, j'avais quelques qualités physiques et rugbystiques, donc je m'en suis sorti comme ça, et très vite j'ai compris que je pouvais vraiment en faire mon métier parce que au bout d'un an, j'ai commencé à aller dans les équipes nationales, je finissais meilleur joueur de chaque tournoi, etc. Et je voyais l'intérêt qu'avaient les coachs et on va dire les superviseurs à l'époque. Donc très vite, j'ai compris... Les recruteurs, exactement. Et très vite, j'ai compris que c'était fait pour moi. Donc je me suis lancé à 100%. J'ai intégré le centre de formation de Toulon, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. Et très vite, j'ai été recruté par le Grand Stade Toulousain, qui est pour moi le plus grand club de tous les temps. Carrément, de tous les temps. Ouais, pour moi, oui, bien sûr. De par leur constance, de par leurs résultats, de par les joueurs qui forment et leur identité qui est très forte. Aujourd'hui, je joue au Racing 92, qui est un très très grand club. Ouais. Mais c'est un club qui a moins eu de résultats que le Stade Toulousain aujourd'hui, même si ça reste un des meilleurs clubs en Europe pour moi. Donc c'est de là... Attends, mais ça, on va y revenir, parce que c'est une phrase, je la partage. Et moi, je suis jaloux, parce que j'ai jamais pu jouer au Stade Toulousain. Je pense pas que j'étais fait pour jouer au Stade Toulousain non plus. Toi, tu as été un immense joueur du Stade Toulousain, tu as dit ça à 18 ans, on en reparlera, parce que
Je crois que tu as joué 6 mois, puis finalement tu finissais par fêter ta première cape en équipe de France avec moi pour le coup. Exactement. Donc une trajectoire exponentielle. Et avant ça, je voudrais revenir sur un mot que tu as prononcé. Tu dis, tu voulais montrer que tu pouvais te sortir de ta condition qui était remplie de challenges. Tu as décrit un peu la situation de la scène, mais que tu en as fait une force, bien sûr, et c'est une fierté de parcours et d'y être arrivé. Mais tu voulais montrer un petit peu l'exemple aux autres, de dire, bah, si moi j'y arrive, c'est possible pour tout le monde. Toi, ton avenue, ça a été au début, en tout cas, le rugby et le sport notamment, mais ça aurait pu être autre chose. Est-ce que ça, c'est un truc que tu aurais été capable de formaliser jeune, ou là, tu me le dis maintenant parce que tu es beaucoup plus mûr, parce que tu as cet retour. À 18 ans, quand tu signes à Toulouse, tu as l'impression de te dire, je représente les copains aussi, je représente une façon de s'en sortir? Et je voyais, en tout cas dans leur regard, je jouais avec des joueurs qui étaient, honnêtement, certains plus forts que moi, mais ils n'avaient pas le mental que j'avais. Ils n'avaient pas cette envie de... Moi, quand je rentre sur un terrain, je me dis, c'est pas possible que le gars d'en face me passe. Il va peut-être me passer une fois, mais c'est impossible. Il n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu, les difficultés que j'ai pu vivre dans le passé. Et donc, dans ma tête, je sais que c'est une force au quotidien. Je peux être mauvais pendant un temps, mais je sais que je vais me ressaisir. Je sais que je vais aller de nouveau vers les sommets parce que j'ai ce truc en moi que je lâche jamais. Que je lâche jamais. Et même si parfois je peux me disperser ou être moins performant, moins bien physiquement, etc., je sais que je remets le cap direct parce que j'ai ce truc en moi où je me dis d'où je viens, les sacrifices qu'ont fait mes parents. Mes parents, ils ont énormément galéré. Et aujourd'hui, la vie qu'on a, je peux pas lâcher. Je peux pas me plaindre. Des fois, il pleut, on est sur le terrain, etc. Et je me dis, mon père, il a poncé des bateaux pendant 30 ans de sa vie. Il s'est jamais plaint. Donc, c'est plein de petites références comme ça qui, au quotidien, me rappellent d'où je viens et ce que je suis aussi. Donc, c'est une force. Et après, je te donne un exemple. J'avais des joueurs dans ma cité qui étaient meilleurs que moi quand j'étais jeune. Plus rapides, plus costauds, plus tout ce que tu veux. Mais sauf qu'ils n'avaient pas l'éducation que j'avais, malheureusement. Ils n'avaient pas des parents qui les roustaient s'ils faisaient les cons, ouais, qui les mettaient sur le droit chemin. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir des parents avec des valeurs et une éducation très, très forte. Et c'est ce qui fait, je pense, la différence aussi. C'est que je pouvais pas me permettre de rentrer à la maison avec des mauvaises notes ou aller au commissariat ou une connerie comme ça, quoi. C'était pas possible. Après, il y a vraiment un truc qui te définit aussi. Toi, tu n'es pas capable de le dire. Ce feu qui t'anime, il anime quand même beaucoup de gamins, de garçons et de filles qui sont issus de situations compliquées. Soit c'est des situations sociales compliquées, soit c'est des accidents de la vie qui peuvent te laisser des cicatrices béantes et compliquées. Mais il y en a certaines, malheureusement, qui laissent déborder un peu ce feu en agressivité. Bien sûr. Bête, méchante, Bien incontrôlée. Et dans le rugby, c'est très facile de passer dans de contact. Tu vois, parce que tu es perpétuellement sollicité. Sans rentrer trop dans les détails, je me souviens qu'avec Johan Maestri, Mama, un mec que tu connais très bien et avec qui on a partagé le terrain en équipe de France, il nous parlait de collègues de Toulon qui avaient cette flamme aussi, qui avaient énormément de qualité, mais qui n'arrivaient pas à contrôler cette flamme. Non, c'est vrai. Et qui se laissaient succomber par cette envie de tout défoncer tout le monde et de montrer qu'ils étaient les meilleurs et tout. Donc toi, tu as toujours eu quand même cette capacité à avoir le feu, mais aussi la glace, le calme, le self-control. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. Et ça, je l'ai cultivé notamment à Toulouse, honnêtement, parce que c'est un club où le rugby, c'est vraiment de faire vivre le ballon, de jouer, etc. Ouais. Et moi, à Toulon, j'ai appris de ne jamais rien lâcher. Donc, tous les clubs où j'ai joué, ils m'ont apporté quelque chose dans ma formation, dans ma mentalité, dans mon éducation, etc. Et Toulon, c'est vrai que ça m'a donné un côté de jamais rien lâcher. J'ai joué avec des gars qui étaient, ils faisaient 30 plaquages par match, ils se donnaient à 10 000%, etc. C'était pas les meilleurs techniquement, mais dans le combat, dans l'envie, etc., c'est les valeurs de Toulon. C'est leur identité, ils se sont toujours battus depuis la nuit des temps. On parle de Léon Lopi, qui est mon oncle. On parle d'Éric Champ, qui sont les pionniers de ces valeurs. Je savais pas. Léon Lopi, c'est ton oncle, c'est mon oncle, ouais. Léon Lopi, une légende du RCT. Du RCT, et c'était des bagarreurs. Ils terrorisaient le championnat, etc. Donc nous, on a toujours grandi avec cette image de Toulon. Et même si aujourd'hui elle a évolué, ça joue très bien au rugby, c'est une très grande équipe, etc. Ils ont gagné je sais pas combien de fois la Coupe d'Europe, etc. Mais c'est quand même leur identité forte, c'était le combat. Ils ont recruté des joueurs comme Botta, les années où ils ont gagné, il y avait des joueurs comme ça, des Rosso, etc. qui avaient ces valeurs aussi qu'ils ont cultivées en Afrique du Sud. Et quand je suis arrivé à Toulouse, donc j'avais ces valeurs de jamais rien lâcher, de combattre, etc., d'être agressif. Mais à Toulouse, ça joue. C'est le beau jeu, le combat, il y est forcément, mais dans les règles, et un peu moins de manière frontale. Donc c'est là où vraiment j'ai été formé par des gars comme Josion, comme Guy Noves, qui était mon entraîneur, et c'est lui qui m'a recruté, etc. Et je suis arrivé dans un système où on parlait que de rugby et que de jeu.
Et donc, forcément, ça m'a fait vachement évoluer, de garder le ballon debout. Moi, je savais pas jouer debout. À Toulon, on nous apprenait à... Ta créativité, tu l'as découverte à Toulouse. J'avais des qualités physiques, mais je jouais que sur mon physique. C'est-à-dire que j'allais vite. Techniquement, j'étais correct, mais j'étais pas très bon techniquement. Je me suis vachement développé à Toulouse. J'ai travaillé notamment le jeu au pied rasant, qui est une de mes plus grandes forces. Ouais. À Toulouse, Clément Poitronneau, il me disait, Gaël, aujourd'hui, dès que tu as le ballon, tout le monde sait que tu vas jouer ton duel ou tu vas faire la passe, etc. Parce qu'au bout d'un an, j'avais vachement développé ça avec des joueurs comme ça, etc. Ouais. Et très vite, on s'est mis à jouer au jeu au pied rasant. Et je pense que au début, on jouait pas trop de cette manière-là. On mettait pas des coups de pied rasants. Soit on tapait très loin, etc. Et je l'ai vachement développé avec lui parce que j'avais analysé que les défenses, elles montaient de plus en plus vite contre Toulouse, qui nous fermaient des extérieurs. Donc les solutions étaient dans le dos. Et donc très vite, j'ai peaufiné mon jeu en fonction des problèmes que j'avais et que les défenses me posaient au quotidien. Donc quand on jouait contre Clermont, on savait que Clermont, ils allaient nous fermer parce que des joueurs comme Wesley Fofana, ils nous avaient analysé et que Aurélien Rougerie, pareil. Et donc ils nous fermaient les extérieurs parce qu'on avait des ailiers extraordinaires et que donc le but, c'était de nous contrer. Et donc très vite, on a développé des armes grâce à cette évolution. Bon, c'est toujours la classe. Je prépare des questions, mais la question 15, elle va arriver en question 3. Mais cette idée de cette amélioration perpétuelle, c'est finalement aller piocher chez les autres des petits trucs qui peuvent t'animer. J'en connais beaucoup des joueurs qui débarquent dans un milieu sur des qualités pures et qui sont tellement sûrs de leur force qu'ils n'écoutent rien de ce qu'on leur dit. J'en connais beaucoup des joueurs qui sont internationaux à l'âge de 18 ans. Et quand il y a un Clément Poitronneau qui, lui, a 50 sélections en équipe de France, mais qui est beaucoup plus âgé, qui lui donne un petit conseil technique, il va dire « Oui, écoute, merci, mais je sais ce que je fais. » Bien sûr. Je connais beaucoup des mecs qui mettent des portes quand on essaie de les aider et qui n'ont pas ce bon filtre d'aller prendre le bon conseil, parce qu'il ne faut pas tout prendre non plus, et prendre le bon conseil et piocher un peu chez les uns, chez les autres. Ça, c'est un truc qui te définit bien. Mais revenons sur ce passage. Donc, ton début de carrière, tu t'en as parlé. Au RCT, bon, tout le monde te connaissait quand même parce que tu étais la petite pépite du rugby du Sud-Est. Toulouse, le club emblématique. Tout le monde faisait la queue pour y rentrer au Stade Toulousain et c'est un peu toujours le cas, à mon avis. Te sollicite, tu y vas, mais 6 mois plus tard, il se trouve que tu débarques en équipe de France. Enfin, c'est vraiment une trajectoire absolument folle. Je me souviens, tu avais marqué les esprits. Un essai que tu marques quasiment de 50 mètres au stadium. Je ne sais plus comment contre le Leinster. Voilà. Leicester, excuse-moi. C'est ça. Et tu jouais à l'aile, là, non? Non, je jouais au centre face à Toulagui et je peux te dire que j'avais peur avant le match. Parce que s'il y a bien un joueur qui me faisait peur, entre guillemets, c'était lui. Manu. Et c'était vraiment un duel. Et je pense que le sélectionneur à l'époque, donc Saint-André, s'est dit j'attends de voir ce test parce que j'avais fait des très bons matchs avant. Mais il attendait vraiment de voir au niveau international ce que ça pouvait donner parce que c'était le premier match de Coupe d'Europe. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de marquer un bel essai au stadium et il m'appelle juste après, la semaine d'après. Parce qu'on avait la tournée de novembre. Incroyable. Mais je voudrais juste revenir donc sur sur ton arrivée au Stade Toulousain. Parle-moi un petit peu de la pression que tu peux ressentir quand tu as 18 piges, tu débarques dans un vestiaire qui est rempli de mammouths du rugby, de mecs qui ont des CV longs comme le bras, d'une certaine responsabilité quand tu joues au Stade Toulousain, c'est qu'une saison sans titre, c'est que tu as été nul. Oui, tu as fait 2 finales et tu n'as rien perdu, vous étiez nul. Cette fierté du passé, mais c'est aussi ce poids du passé qui doit être assez pesant, peut-être pas pesant, mais qui doit représenter quelque chose. Mais une pression en quelque sorte. Parle-nous de ton arrivée au Stade Toulousain. C'est vrai que quand tu arrives dans un vestiaire comme ça, tu avais un peu le même vestiaire à l'ASM. Honnêtement, c'était une très grande équipe, ça l'est toujours d'ailleurs. Et quand j'arrive, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, honnêtement? Parce que j'avais tous ces gars-là en poster, je regardais tous les week-ends, et tu te retrouves d'un mois sur l'autre à être dans le vestiaire avec tous les pros, avec des joueurs immenses comme Josion, Florian Fritz, etc. J'en passe, moi je parle plutôt des centres. Et donc j'arrive, mais très vite je m'intègre facilement parce que je reste simple. Je suis pas timide, mais je suis quelqu'un qui observe, etc. avant d'être vraiment moi-même, etc. Donc je pense qu'ils ont apprécié ce côté simple. Je suis pas arrivé en disant je suis le jeune, surclassé, qui a fait ci, qui a fait ça. Je suis arrivé, j'ai fait le dos rond, j'ai énormément écouté, je regardais un peu. J'observais, je regardais ce que faisait Josion, Florian Fritz, c'est pas le même style de joueur, comment moi je peux m'intégrer dans le groupe. Et très vite, j'ai trouvé ma place parce que Yann David se blesse, donc on n'est plus que 300. Donc très vite, j'intègre en remplaçant et je me sens bien. Je sens qu'il y a des joueurs comme Mama qui me soutiennent, Yannick Nyanga qui était comme un grand frère aussi. Et très vite, je m'entends vraiment très bien avec les gars parce qu'en plus de ça, je suis très humain, tu peux le savoir. Donc on fait des soirées ensemble, on apprend à se connaître, on va au resto. Et c'est vrai qu'à 18 ans, quand tu vas manger au resto avec Vincent Clerc, Poitronneau, Médard, et toute la bande, tu te dis, mais c'est quand même incroyable ce que je vis. Et en fait, on s'entraînait dur, mais il y avait cet esprit de famille qui régnait dans ce club qui est assez impressionnant. Et moi, je pensais arriver dans une usine. Honnêtement, je me suis dit, le Stade Toulousain,
ils ont que des joueurs internationaux. T'arrives, je vais être un numéro de plus. Et en fait, c'était tout l'inverse, quoi. Je suis arrivé dans une grande famille où toutes les femmes se connaissaient, les enfants se connaissaient. Le président, il arrive, il te fait la bise, il dit tu m'appelles à n'importe quelle heure, si t'as besoin de moi. René Bouscatel à l'époque, qui est un immense, voire le meilleur président du Stade Toulousain à l'époque. Et en fait, je me sens dans un confort qui est incroyable. Et je sens que j'ai vraiment progressé là-bas. Parce que je m'étais jamais entraîné aussi dur, j'ai jamais joué avec des joueurs aussi forts. Et donc, j'avais cet esprit de compétition tous les jours. Dès que j'arrive à l'entraînement, je me suis dit, aujourd'hui, il va falloir que je sois à 100%, sinon je vais pas jouer ce week-end. Et le problème, c'est que... Et t'as douté? T'as douté dans ce moment-là? Au tout début, vraiment, quand mon frère m'amène à Toulouse, et là, quand il repart à Toulon, exactement, et que je passe ma première semaine seule, je commence à avoir peur. Il faut faire son linge sale, il faut ranger ses affaires, il faut... Non, mais je te parle pas de tes sœurs d'habiter. La peur d'habiter tout seul. Mais moi, c'était la première peur que j'ai eue, c'est d'habiter tout seul. C'était la première fois de ma vie où j'étais vraiment seul à 100%. C'est chez toi, quoi. Et donc après, c'est les entraînements, est-ce que je vais être à la hauteur? Parce que j'ai été bon. Oui, je sais, mais je te jure, je me souviens que j'ai paniqué, j'ai eu une crise de panique. Je me suis dit, mais ça y est, là, je suis vraiment tout seul. J'ai toujours été un peu à Toulon, donc c'est chez moi, c'est ma maison, etc. Là, j'ai appelé ma mère, elle était à 15 minutes, quoi, tu vois. Là, t'es tout seul à l'autre bout de la France, quoi. Donc, donc après, j'avais la pression des entraînements. Le premier jour, je me souviens, je me lève, on avait entraînement à 8h. Je me réveillais à 6h30, tellement j'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression que j'allais jouer un match, alors que c'était juste un entraînement. Mais vu que j'étais dans le groupe pro, j'avais une pression immense. Et en plus, je savais qu'il y avait énormément d'attentes autour de moi, parce que le fait que je sois parti de Toulon pour aller à Toulouse, personne ne comprenait. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi il part dans un club d'un tel niveau alors qu'il était à Toulon? Et parce que Toulon, à cette époque-là, c'était l'époque de Mourad Boudjelal, où t'as des stars qui arrivent tous les ans. Et bon, il se trouve que tu es parti juste avant qu'ils se mettent à vraiment gagner. Et Mama, c'est un peu la même idée. Ouais, c'est pareil, exactement. Mais donc il y avait quand même une vraie dynamique à Toulon qui était en train de renaître de ses cendres, etc. Okay. C'est exactement ça. Et très vite, franchement, je me sens hyper à l'aise, quoi. Je me sens comme dans une famille. Ces connexions humaines qui te font du bien. Le côté humain, et je me suis dit, ces mecs-là, c'est des stars, donc ils doivent avoir un comportement un peu de star, etc. Mais pas du tout, quoi. J'étais espanté par le fait qu'ils soient hyper humbles, hyper simples. Un mec comme Thierry du Sautoir, par exemple, d'une humilité folle, quoi. Donc très vite... je commence à jouer, etc. Et je vois que dans la rue, les gens te reconnaissent, t'as marqué l'essai de là. Et en fait, tout te pousse à être humble. Parce que quand tu vois les plus grands joueurs au monde qui sont dans ton équipe et qui le sont, tu te formates à être quelqu'un de simple, à être quelqu'un de bienveillant. Et il y avait une bienveillance dans ce groupe qui était incroyable. Donc ça m'a formaté à être comme ça. 6 mois plus tard, peut-être 7 mois plus tard, un truc comme ça, après ton arrivée à Toulouse. Non, c'est pour le 13 novembre que tu es appelé en équipe de France. 3 mois après, ouais. 3 mois plus tard, tu es appelé en équipe de France. Ouais, pour la première fois. Et tu as cité Thierry du Sautoir, qui était le capitaine de l'équipe de France à cette époque-là, notre capitaine. T'as un dédoublement de ce doute à ce moment-là? T'as eu peur t'avais la certitude d'être prêt? J'avais plus de confiance. Je pensais pas que j'étais prêt, honnêtement. Déjà, je pensais pas jouer au Stade Toulousain aussitôt. Je pensais que ça allait prendre 1 an, jouer un peu, les matchs amicaux, etc. Très vite, j'étais titulaire. Et quand j'arrivais en équipe nationale, il y avait Fofana, Bastaro, des joueurs immenses, forcément devant moi. Et pareil, je me suis dit, j'y vais et j'apprends de ces mecs. Je sais que je vais peut-être pas jouer. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai joué le 6 Nations d'après, mais j'ai pas joué la tournée de novembre. J'étais dans le groupe, mais j'ai pas joué. Et j'essayais de regarder ce qu'ils faisaient, comment ils s'amélioraient, là où je pourrais faire la différence par rapport à eux. Basta, il a un style de jeu qui est l'opposé du mien. Wesley, on se ressemble un peu. Voilà, exactement. Qui a une immense carrière, mais on est complètement différents dans notre style de jeu. Et Wesley se rapprochait un peu de mon style de jeu, donc je l'ai beaucoup observé, etc. Et en plus, à cette époque-là, il était en feu, quoi. Il marchait sur... On pouvait pas l'arrêter, quoi. Et donc, je savais que c'était pas le moment pour moi, mais j'ai pas lâché. Et dans ma tête, je me suis dit, ça va arriver très vite. J'en étais persuadé que ça allait arriver très vite, que tôt ou tard, j'allais avoir une opportunité, qu'il fallait que je la saisisse. Donc, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris. Et ça m'a poussé quand je suis rentré à Toulouse juste après la tournée de novembre, c'était un peu la période où on perdait, donc c'était quand même très compliqué, beaucoup de mauvais sujets sur nous, etc. Et quand je suis rentré à Toulouse, je me suis dit, là, je sais que faut que je travaille ça maintenant. Et donc après, on s'est mis à mettre un plan avec Elissal pour les appuis, pour la vision du jeu. Jean-Baptiste Elissal, l'entraîneur des 3 quarts. Qui était entraîneur des 3 quarts du Stade Toulousain, et à développer le jeu au pied. Je savais que ça, je pouvais en faire une arme, parce que j'étais footballeur, donc je savais taper dans un ballon, mais il fallait vraiment l'utiliser à bon escient, bien visualiser les espaces, etc. Donc on s'est mis à travailler avec les prépas et le staff pour faire évoluer mon jeu. Donc voilà. Et au début, tu crées l'effet surprise. Quand tu arrives, tu as 18 ans, le mec, ça fait 10 ans qu'il est dans le championnat, il se dit, bon, lui, c'est un jeune, on va le rouler dessus. Et toi, tu arrives, tu les surprends un peu parce que tu vas vite, tu arrives à jouer les bons coups, etc.
Et donc après, au bout de 3-4 mois, quand je suis plus lisible. voilà, les gens, ils t'analysent et ils te regardent plus de la même manière. Donc j'ai dû adapter mon jeu. Et j'ai une période aussi où je me suis vachement remis en question parce que je gardais beaucoup trop le ballon, parce que j'avais fait beaucoup de différences. Ouais. Et 4 mois après, ces différences, elles étaient moins flagrantes parce que les mecs, ils étaient plus durs avec moi. Ouais. Et donc je me souviens que mes coéquipiers, ils étaient très durs avec moi aussi. Ils me disaient, Gaël, tu sais, ça y est, t'es pas arrivé. Il faut jouer collectif, il faut que tu joues les bons coups, il faut jouer juste, il faut alterner ton jeu, etc. Et je me souviens avoir pris des réflexions un peu dures aussi de la part de mes coéquipiers en me disant, tu vas pas traverser le terrain tout seul à chaque fois, quoi. Et donc, j'étais capable de les encaisser. Au début, c'était un peu dur parce que je pensais que c'était un peu de la jalousie. Et avec le recul, je m'en souviens en avoir parlé avec Elissal en lui disant, ouais, mais Max, il m'a dit, je fais plus de passes, etc. Il me dit, mais Gaël, c'est vrai. Là, tu t'enfermes, ça y est, tu te dis, vu que tu as percé la semaine dernière et la semaine d'avant, les mecs, ils te regardent, ils t'analysent maintenant, ils savent que tu vas faire ton crochet intérieur ou ton appui extérieur, etc. Donc, il faut que tu varies ton jeu. Et dès que les portes, elles sont fermées, joue simple, écarte les ballons. Nos ailiers, ils ont des qualités aussi. Donc, très vite, je me suis remis en question. Et quand tu as 18 ans, tu prends tout à cœur parce que tu te dis, pourquoi il me juge, pourquoi il me dit ça, etc. T'as pas le recul de la maturité, donc t'es ultra sensible. Voilà, t'es ultra sensible et très vite, j'ai compris que c'était pour mon bien. Donc après, je le prenais super bien. Je savais que j'étais un moins bon défenseur quand j'avais 18 ans, par exemple, et comme je me disais, par exemple, tu contrôles trop. Faut que tu sois beaucoup plus agressif. En plus, je suis pas un gabarit, je suis grand, mais je suis pas très costaud non plus. Donc, fallait que j'impacte les mecs. Et donc, très vite aussi, je me suis mis à travailler ça parce que au niveau international, en équipe nationale, tu jouais des Manonou, des Conrad Smith, j'en passe, qui étaient des monstres. Donc, il fallait que je sois beaucoup plus agressif aussi dans mon jeu. Donc, t'en avais parlé, ça, t'as cité, je suis obligé de dire un peu qui est qui, parce qu'il y a des gens qui comprennent rien de rugby, enfin qui connaissent pas le rugby, qui nous écoutent. Wesley Fofana, qui est un phénomène, 3/4 centre, et qui était mon coéquipier à l'ASM Clermont-Auvergne, et tu sais, les années 2012-2013, franchement, il marche sur l'eau, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Il a vraiment eu le même process que toi, c'est-à-dire qu'il a fait des différences individuelles absolument extraordinaires. Ouais. Il marque un essai de 60 mètres quasiment tout seul contre l'Angleterre. Si tu rembobines l'action, il y a un mec qui fait une passe en demi-mêlée, c'est Bibi, j'ai tout fait. Je l'ai mis sur un plateau, je l'ai mis sur orbite. Non, mais il était, et ensuite, lu par tout le monde, du coup, des défenses qui lui rushaient dessus, du coup, un temps de décision qui était réduit de 1 seconde à 1/10 de seconde. Du coup, une agressivité aussi qui était dès qu'il traînait dans un rock, il prenait des brins parce que on voulait essayer de faire des cours ciblés, etc. T'avais parlé, et donc lui avait dû faire la même chose que toi, qui était du coup de faire moins de différences individuelles et de se mettre à développer son jeu de passe, à développer ses jeux au pied rasant, à développer finalement une autre palette technique. Et là, ce qui est marrant, c'est que t'as les médias qui se retournent, mais il fait plus la différence. Il ne crée plus de surnombre qu'il faisait avant. Il est moins bon. Bien sûr. Ça t'est arrivé, ça? Ouais, totalement. Ça m'arrive même encore. Ça m'arrivait après la Coupe du Monde où pareil, dès que tu fais plus autant de différences qu'au début, tout le monde te dit mais en fait il a plus de gaz, il a plus cette folie qu'il pouvait avoir avant. C'est vrai que quand t'arrives, t'es innocent, t'arrives à 18 ans, 19 ans, tu prends le ballon, tu fais ce que tu sais faire et ça passe. Malheureusement, les joueurs ils évoluent et les équipes elles t'analysent et en fait j'ai eu cette période-là, je m'en souviens, au bout de 6 mois, comme je te disais, les joueurs me disaient, Gaël, il faut que tu varies ton jeu. Et c'est là où j'ai eu cette réflexion en me disant, qu'est-ce que je peux faire de mieux, où je peux progresser, où je peux m'adapter aussi. Ouais. Et je pense que l'adaptation dans notre sport, c'est primordial. Sûr. Je suis pas le même joueur à 18 ans qu'aujourd'hui, complètement différent. Ouais. Je fais des différences quelquefois, mais beaucoup moins. Je suis plus dans la stratégie, dans le jeu global, essayer de faire beaucoup de tâches, essayer d'aider l'équipe, etc. À l'époque, je prenais le ballon et j'essayais de faire une fulgurance, quoi, tu vois. Je l'ai eu dur, parce que la presse en parle aussi. La presse dit, mais Gaël Fickou, il fait moins de différence, et il va pas durer, ça va être une étoile filante et tout. J'en ai entendu des discours comme ça. Mais j'ai toujours été sûr de mes forces et j'ai jamais douté de moi. Je me suis remis en question. J'ai eu forcément je me suis posé des questions. À un moment, quand tu vois que le coach, il préfère faire jouer Florian Fritz et Josian, ce qui est aussi un peu normal parce que c'est des très grands joueurs, tu te poses des questions. Tu te dis pourquoi je joue moins, pourquoi je fais plus autant de différences. Donc après, tu te remets en question et là, tu élabores un plan pour essayer de trouver des stratégies et des solutions pour faire évoluer ton jeu. Mais je pense qu'il faut s'adapter. Tu l'as répété à peu près 10 fois, il faut se poser des questions. Déjà, c'est pas donné à tout le monde de se poser des questions, d'essayer de trouver des solutions. Non. Et être suffisamment humble. Il y a une certaine humilité, tu sais, en se disant je dois m'adapter. Ce que je propose a atteint ou peut atteindre et est en train d'atteindre ses limites. Il faut que je trouve une autre solution. Est-ce que tu penses que sans ces garde-fous, sans ces gardiens du temple, tu as cité des mecs à Toulouse, mais j'ose imaginer que c'est peut-être toi maintenant qui joues ce rôle-là au Racing avec les plus jeunes.
Bien sûr. Est-ce que tu penses que sans ces garde-fous, sans ces petites réprimandes, des fois qui flirtent avec la susceptibilité, enfin, si toi t'es susceptible, c'est dur à encaisser ce Bien genre sûr. de truc, parce que tu le prends personnellement alors que c'est fait uniquement Totalement. dans un but que l'équipe performe, parce que si toi tu performes, tout le monde performe. Est-ce que sans ces garde-fous, tu aurais été capable de le voir? Je pense que j'aurais eu du recul, mais ça aurait pris plus de temps. Et le fait d'avoir des joueurs qui ont vécu ça eux, à leur moment de leur carrière, ils ont un exemple déjà dans leur carrière d'avoir vécu ces moments-là. Donc ils te disent c'est pour ton bien. Je me souviens je suis très proche de Louis Picamol, qui me disait Gachou, faut que tu t'évolues, faut que tu fasses plus de passes. Il n'était pas dur envers moi parce qu'il me voyait comme un Il petit avait vécu frère. la même chose. Yannick pareil, Mama pareil, parce que c'était des mecs bienveillants. Et donc je les écoutais sans problème. Après, j'ai eu des coachs très durs avec moi, notamment en équipe de France où on perdait beaucoup, c'était plus dur. Et là, c'était beaucoup plus impactant parce que tu sentais que eux aussi étaient sous pression. Et donc là, c'était dur à entendre et à écouter parce que tout allait mal à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, notamment à Toulouse, où j'ai beaucoup appris parce que je me suis beaucoup remis en question. Et tout le monde avait cette problématique-là de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire évoluer, qu'est-ce qui pouvait être un plus dans l'équipe. Il y avait des joueurs qui faisaient des saisons extraordinaires, d'autres qui étaient un peu dans le dur. Et donc, en fait, il y a toujours un jeune qui te pousse aussi. Moi, je sais que derrière moi, il y avait aussi des jeunes joueurs qui étaient très forts. Et je savais que si j'avais pas cette évolution et cette capacité à me remettre en question, très vite, j'allais m'éteindre. Et il y a beaucoup de joueurs, on en a joué avec plein, qui se sont éteints parce qu'ils n'ont pas eu ce recul et cette capacité à se remettre en question et à s'adapter, je pense. Ah, cette humilité aussi, quand même. Il faut... Mais je pense que, humilité, honnêtement... il faut avoir le bon ratio de confiance en soi, de drive, presque d'ego. Bien sûr. En se disant, quand t'as un mec en face de toi, je vais t'avaler, c'est toi ou c'est moi, évidemment qu'il faut que t'aies de l'ego et Bien sûr. faut que tu penses que tu peux être le meilleur du monde et que tu peux être le meilleur à ton poste, etc. Mais l'humilité aussi de dire, il peut potentiellement avoir quelqu'un de meilleur que moi si je suis pas au bout de mon potentiel. Il peut avoir quelqu'un qui sera choisi par un coach à ma place si je m'adapte pas, si je complète pas ma palette. Et je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Dans un écosystème médiatique très puissant, qui fait qu'on est quand même jugé. Tu joues un match international, ça c'est un truc que les gens doivent savoir quand même. Tu finis un match international, t'as pas pris ta douche, que t'es déjà noté par des mecs. C'est vrai. C'est dans la presse. Et la plupart des gens qui comprennent pas le rugby, qui est quand même un sport compliqué à comprendre, je n'en doute pas, vont baser leur performance sur la note que tu peux avoir ou pas. Exactement. T'as quand même des mecs qui sont en haut de tribune, qui connaissent le rugby, attention, je dis pas le contraire. Mais tu sais très bien que je fais beaucoup de commentaires, je suis incapable de te dire du 1 au 15 la performance de chacun. Tu regardes pas ce que font les autres, tu regardes pas les joueurs sans ballon quasiment. Je suis capable de dire quel a été les 2-3 joueurs un peu marquants et les actions marquantes, mais pas tout le reste. Donc comment est-ce que tu fais pour avoir cette humilité, ce recul, ne pas être susceptible, ok, mais pas être trop susceptible, tout en ayant une masse de pression médiatique qui, à mon avis, pour toi, a été multipliée par 10 000. Parce que quand tu es identifié comme l'étoile montante du rugby français à 18 ans et que débarque au Stade Toulousain, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais, quand tu débarques en équipe de France 3 mois après, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as quand même une pression supplémentaire sur l'épaule que toi, tu as dû assumer dès le début. Et comment tu as fait pour gérer cette pression médiatique? Honnêtement, je connaissais mes forces. Je savais que j'avais ce truc au fond de moi où même si j'ai eu des moments de difficulté, je savais que j'allais rebondir parce que j'écoutais énormément, je savais me remettre en question. Donc j'avais ce truc au fond de moi. Et je me suis dit aussi, j'ai rien à perdre. D'où je viens, etc. J'écoute les personnes qui sont plus fortes que moi, qui ont une immense carrière, et je les écoute. Je prends ce qu'il y a de bon en fonction de ce que je pense. Ouais. Parce que forcément, comme tu as dit, tu peux pas écouter tout le monde. Tout le monde vient te parler, tout le monde vient te donner des conseils. Mais tu sais aussi ce que tu vaux. Je sais les qualités que j'avais, je sais là où il fallait que je progresse. Et j'avais ce truc au fond de moi où je me disais, il faut que je leur prouve, il faut que je leur montre que là, je suis dans le dur, mais je vais remonter la pente et je vais briller à nouveau, quoi. Et j'ai ce truc en moi depuis tout petit. Et même si des fois c'est plus dur, ça fait 12 ans que je joue tous les week-ends, etc. Et que des fois, tu as un peu moins l'envie, un peu moins la niaque, etc. Quand je rentre sur le terrain, j'ai la niaque parce que je me dis, il peut pas me passer ce mec-là. Tu vois. Et j'ai ce truc qui m'habite tout le temps. Et je sais que jusqu'à la fin, le dernier match de ma carrière, ce sera comme ça. Je me dirais, je peux pas me faire ridiculiser devant tout le monde comme ça, c'est impossible. Il y a mes parents qui regardent la télé, il y a mes frères, mes sœurs, c'est impossible. Mes amis, ils connaissent mon caractère et je suis comme ça dans la vie, dans tout. C'est même pas que sur le terrain. C'est de me dire, je peux pas me faire ridiculiser, il faut que je fasse des choses bien et que je prenne du plaisir et que surtout que je sois bon. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que trouver sa motivation dans l'animosité, dans l'énervement, des fois dans la haine, à court terme, franchement, ça fonctionne. Tu sais comment c'est, le rugby, c'est un sport physique, on peut s'insulter, se faire grimper au rideau, et à court terme, ça fonctionne. C'est épuisant émotionnellement et en termes d'énergie, mais c'est faisable. Et souvent,
je trouve que quand il y a des joueurs qui nourrissent leur motivation pour prouver que les journalistes ont tort, ça peut marcher à court terme. Ça peut marcher à court terme. Je trouve ça pas très sain. Non. Tu vois, quand tu gagnes un Bien match, sûr. tu le fais pas pour prouver aux journalistes du middle ou de l'équipe toi-même. qu'il a eu tort. Et toi, jamais, je pense, tu franchis cette barrière-là. Peut-être que tu écoutes, ça peut te nourrir un peu ton esprit de compétition au fond de tes tripes. Mais au final, très vite, tu le fais pour des choses qui sont réellement importantes pour toi. Bien sûr. Ton dépassement individuel, la fierté de ta famille, rendre la confiance qu'on t'a donnée. Bien sûr. Est-ce que c'est comme ça que tu te rattaches et que tu vas pas trop loin? Moi, je pense que je me nourris d'une chose, c'est de rendre fier ma famille, mes amis et mes proches, honnêtement. Et moi-même, me rendre fier moi-même. Parce que quand je me passe à côté d'un match et quand je me fais ridiculiser, quand je me regarde dans la glace, je me dis, Gaël, c'est pas toi, quoi. C'est pas toi. Et en fait, j'ai jamais eu cette nervosité envers les journalistes qui m'ont critiqué, etc. Honnêtement, je les ai entendus. Ça te motive, comme tu as dit, à très court terme. Tu peux nourrir ta haine dans ça, etc. Mais ça dure sur un match, 2 matchs. Mais si tu peux pas nourrir une carrière sur ça, non, ça doit être beaucoup plus profond. Tu dois avoir une cause, un but pour lequel tu te bats, tu vois. Et moi, le but pour lequel je me bats, c'est ma famille. C'est que ma famille soit bien, soit heureuse et soit fière de moi. Et après, la deuxième chose, c'est moi. C'est de me dire, Gaël, t'as envie que les mecs, quand ils parlent de toi, etc., ils ont un immense respect, excuse-moi. C'est la seule chose pour laquelle je me bats. J'ai pas envie de dire, voilà, Gaël, c'est un joueur moyen, on lui fait la misère, etc. Et donc, j'ai cet ego-là. Et je pense qu'un grand joueur, il a cet ego. Il a cet ego de se dire, je veux pas être ridicule. Je veux être le meilleur, je veux être un des meilleurs. Je veux être en équipe nationale, je veux être titulaire, je veux me battre, etc. Et je pense que moi, je me nourris que de ça. Je me nourris de cette fragilité, de ces difficultés que j'ai eues quand j'étais jeune, en me disant, aujourd'hui, je suis là où je suis, mais parce que tous les jours, je veux être le meilleur et je veux être un des meilleurs, en tout cas. C'est ce truc qui me nourrit, mais je me suis jamais nourri pour les journalistes, pour le côté médiatique ou quoi que ce soit. Ça m'est égal. En vrai, je comprends, c'est leur job, ils font ce qu'ils ont à faire, ils ont raison de le faire. C'est comme ça que ça marche. Mais je me suis toujours nourri pour des bonnes causes et pas pour les mauvaises, en tout cas, ça c'est certain. Et tous les choix que j'ai faits dans ma carrière, je les fais par rapport à moi et à ma famille, tout simplement. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Pour le moment. Donc c'est la seule raison pour laquelle je me bats tous les jours. C'est même que ce soit dans le business, tous les trucs que je construis, je pourrais profiter de ma vie, faire ce que j'ai envie, m'acheter ce que je veux. C'est pas ce que je fais. J'investis parce que je veux laisser quelque chose de fort à ma famille. Je veux qu'ils soient fiers de moi et c'est le plus important. Et j'ai vu tellement mes parents galérer qu'aujourd'hui, je veux jamais que ça arrive à nouveau. Et donc j'ai cette force en moi de me dire, même si c'est dur, à chaque fois je me lève, il pleut. Aujourd'hui, ce matin, il pleuvait. T'as 30 ans, t'as mal un peu partout. Tu vas t'entraîner sous la pluie à Paris. Mais je me dis, mon père, il a poncé des bateaux pendant 30 ans de sa vie. Il s'est levé à 4 heures du matin tous les jours de sa vie. Il a pris un bus. Il roulait même pas dans une voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas me plaindre. Des fois, je me plains parce qu'on est humain. Forcément, on est fatigué, etc. Faut savoir qu'on a un rythme très contraignant et tu le sais mieux que moi. Mais je peux pas me plaindre. Au fond de moi, j'ai ce truc qui me dit, tu vis très bien, tu manques de rien. Tu rentres dans des stades de 40 000 personnes tous les week-ends, des fois 100 000, 80 000. Et tu fais ta passion. Donc, et tu gagnes bien ta vie. Donc, je pourrais pas me plaindre, ça c'est certain. Si bon, t'as parlé de ton drive individuel qui est de rendre les tiens fiers et de les garder, pas les garder au chaud, mais de faire en sorte qu'ils soient toujours bien, qu'ils n'aient plus jamais à galérer, quoi. Exactement. Gros, ça c'est une motivation qui est tout simplement magnifique. Si on se replonge sur la motivation purement sportive, je te souhaite de jouer encore de longues saisons. Mais c'est quoi les quelques mots que tu as envie qu'on puisse décrire, qu'un coéquipier utilise pour décrire Gaël Fickou à la fin de ta carrière, en se disant, Gaël, moi, ça me fait penser à... Il y a le côté sportif où je vais essayer de forcément gagner des titres. Ça, c'est l'objectif de tous les joueurs de notre niveau. Et on rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Donc forcément, ça, c'est un objectif. Mais je pense que les gens ils se souviennent surtout de l'homme. Je vois aujourd'hui, je dis pas Picamol ou Maestri, ils ont gagné tant. Bien sûr, c'est énorme. Mais... on parle surtout de l'homme. Nous, ce qui nous reste, quand on se voit après les matchs, quand on parle d'un mec, quand on parle de toi, par exemple, on dit c'est un super gars, t'as vu le parcours qu'il a maintenant, il a toujours été bonnard, bienveillant. Et moi, je veux qu'on garde ce côté humain de moi, c'est-à-dire qu'on parle en bien de moi en disant, voilà, ce gars, c'était un mec bon vivant, qui sait s'amuser, qui était loyal et qui était fiable, quoi. Tu vois, j'ai jamais essayé de faire quelque chose de mal à quelqu'un. Donc, je pense que c'est ce qui reste. Et après, sportivement, forcément, si t'arrives à avoir des palmarès à ta carrière et des choses sympas à voir, c'est sûr que je les prends aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est le côté humain qui prime pour moi. Parce que on rentrera dans une seconde vie, celle où t'es maintenant. et le plus important, c'est je pense, ce qui reste, c'est le côté humain.
honnêtement. Et parle-moi, dans ce côté humain, il y a de quoi un élément de leadership que tu as vraiment, qui est un autre élément de ta palette que tu t'es rajouté, que très sincèrement, moi, j'ai pas beaucoup vu quand on était ensemble, Ouais, c'est vrai. et que j'ai découvert comme spectateur, et c'est ce sur quoi tu m'as vraiment impressionné, je dois dire, ces dernières années. C'est ton évolution dans ta capacité à être en réflexion perpétuelle, ok, mais aussi à lire les autres, à engager les autres. Je pense que t'es pas un capitaine d'énormément de paroles. Non. Par contre, quand elles sortent comme par hasard, on les écoute. Parle-moi de ce shift. Est-ce que c'est un truc est-ce que tu as dû avoir peut-être la confiance d'un coach? Moi, je me souviens du moment où Sean Edwards t'a mis capitaine de la défense, je crois, pour Exactement. le 15 de France 2019, Ouais. quand il débarque avec le nouveau stade de Fabien Galtier, etc., en équipe de France. Et là, j'ai senti un espèce de déclic. Et j'ai vu un autre Gaël, je te voyais haranguer les joueurs et tout. Et rien à voir avec ta performance individuelle, mais vraiment purement sur ton leadership. Et comme par hasard, tu viens de me dire, je ne savais même pas que ça faisait quasiment 2 ans et demi, 3 ans que tu étais le capitaine en titre du Racing 92. Je savais que tu faisais partie des capitaines, mais jamais le capitaine du club. Parle-nous de cette évolution. Est-ce que c'est un rôle qui te plaît? Est-ce que c'est un rôle qui te plaît et pourquoi tu le fais? Ça me plaît, mais c'est pas pour le rôle, je le fais inconsciemment aujourd'hui. Et c'est sûr. vrai que quand je suis arrivé dans le vestiaire, moi j'avais 18 ans, vous avez tous une trentaine d'années, et t'écoutes. Au début, t'écoutes. J'ai vu des différents capitaines avec des discours différents. Je suis pas le gars à parler tous les jours, à dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis pas du tout dans ça. Mais par contre, à chaque fois, j'essaye d'être moi-même et de parler humain. C'est-à-dire que j'essaye de toujours trouver le truc qui peut les sublimer et les motiver. Et je sais que, par exemple, quand on joue contre la Nouvelle-Zélande, je fais un discours par rapport à Winnie Atonio, où c'est son pays natal. Et je dis, les gars, moi, aujourd'hui, je rentre pas sur le terrain juste pour moi. Je rentre pas sur le terrain juste pour gagner un match de plus. Je rentre sur le terrain parce que Winnie, il a fait le choix et qui est mon très bon ami, tu le sais, de jouer pour l'équipe nationale française. Et il porte le maillot et c'est un de nos meilleurs joueurs. Et donc, je veux que ce soir, il soit fier et que sa famille, elle se dise, il a fait le bon choix. Et c'est un exemple, j'ai dit ça, tout le monde a vibré, etc. Et je me souviens qu'il y en a, ils avaient les larmes aux yeux, etc. Mais j'ai dit ça parce que je le pensais vraiment. Et je me souviens, Ronan O'Gara, contre qui on joue ce week-end d'ailleurs, m'a envoyé un message, il m'a dit, tu m'as mis les frissons quand t'as dit ça parce que c'est passé à la télé apparemment. Enfin, moi, je savais même pas que c'était passé à la télé. Et je lui ai dit, mais j'ai juste été moi-même, j'ai pas calculé ce truc-là. C'est quelqu'un avec qui je vis depuis, quand je dis je vis, quand on est en équipe nationale, depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Ouais. Et c'est devenu un frère, quoi. Et moi, je suis allé en Nouvelle-Zélande, chez lui, dans sa famille. Quand je vais à La Rochelle, je reste chez lui, etc. Donc, je sais ce qu'il ressent, etc. Et ce jour-là, je voulais lui donner ce truc-là pour qu'on aille chercher ce truc en plus. Et à chaque fois, j'essaie d'aiguiller mes discours par rapport à ça, par rapport au côté humain. Même pas le rugby, parce qu'on en parle tellement dans la semaine, on sait ce qu'on doit faire, tout est précis, tout est calé, tout est prévu, etc. Mais la seule chose qu'on peut pas prévoir, c'est ce truc externe, c'est l'humain. Et je reviens beaucoup à ça, mais je peux faire la parallèle dans les entreprises, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment se connaître. Et quand tu joues avec des mecs aujourd'hui, pourquoi on performe en équipe nationale? Parce qu'on se connaît et on est proche, quoi. Je donne un exemple. Tout à l'heure, je te disais, j'ai bu un verre avec Toto avant-hier. Il vient, il est toulousain. Moi, je suis parisien maintenant. Et malgré ça, tu vois, quand je revois Damien Penaud qui est à Paris, bien sûr, il va m'envoyer un message, on va boire un café. Et en fait, on a réussi à créer cette vraie identité et ces vraies valeurs d'amitié au sein d'une sélection. Et donc, c'est ce qui fait que je pense que ça marche. Non, mais c'est ça. Donc, j'aiguille mes discours par rapport à ça. Je dis, Damien, si toi, tu vas marquer cet essai, tu vas nous faire gagner, etc. Ben, le week-end, il marque l'essai contre l'Australie à la dernière minute, on était en train de perdre, tu vois. Et je l'ai même pas prévu, c'est juste que j'ai parlé. Je sais qu'on a des super-héros dans l'équipe, on a des joueurs incroyables, etc. Et chacun met sa pierre à l'édifice. Et si on a toute cette confiance et cette cohésion entre nous, ben, tu soulèves des montagnes, j'en suis persuadé. Et donc, mes discours, ils sont toujours humains. Et à propos de ça, je parle rarement de technique. Je parle vraiment de ce qu'on y met en défense, pourquoi on va gagner le match, parce que si en défense, on s'y file, etc., et qu'on se donne les uns pour les autres, je parle tout le temps d'humain. Vraiment, pour moi, c'est ce qui fait que ce sport est aussi beau et ce qui fait qu'une équipe gagne ou pas. Mais ça saute aux yeux. Quand on voit la transformation de l'équipe de France avant-après 2019, ça saute aux yeux, cette glu qui s'appelle la confiance, qui s'appelle la fierté d'appartenance, qui s'appelle la loyauté, la solidarité, la résilience collective, peu importe comment tu veux l'appeler, l'amitié des fois. Bien sûr. Tu crées des liens d'amitié. Et après, incroyable. Il faut aussi... Je te donne un exemple. Tu te rappelles, à l'époque, on avait la table du staff Ouais. et les joueurs. Ouais. Ça n'existe plus. Le staff mange avec les joueurs. Dès qu'on sort, ils sortent avec nous après les matchs. Ouais. Tout est fait ensemble. Il n'y a plus de staff joueur. Bien sûr qu'à l'entraînement, c'est eux qui donnent les consignes, les matchs, la compo, la stratégie, etc. Mais il n'y a plus de tabou de se dire non, il va me juger, il va me dire que... Il n'y a plus toute cette barrière qu'on avait avant, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que l'équipe performe. Honnêtement, j'en suis persuadé.
Et Fabien a réussi à générer, à créer cette énergie dans l'équipe. Il parle souvent de feu sacré, ça revient souvent et tout, tu dois l'entendre parce qu'avec France 2, forcément, vous êtes en inside. Il parle tout le temps du feu sacré, mais ça vient des joueurs. Un jour, on a dit, la semaine dernière, on n'avait pas le feu sacré. Je sais plus quel joueur dit ça. Et Fabien, il reprend tout le temps ce mot. Et il dit là, en ce moment, on n'a pas le feu sacré. Et maintenant, on en rigole, etc. Mais pour moi, c'est ce truc-là. C'est qu'il y a un truc au milieu qui nous fédère tous. On est bien sûr qu'il y a un projet, bien sûr qu'on est sous pression, qu'il y a la concurrence, etc. Mais on se sent tellement bien ensemble et qu'on a l'impression qu'on est presque devenu une vraie équipe, quoi. On est tout le temps ensemble. C'est pas presque devenu. Ouais, vous êtes complètement devenu une vraie équipe. Tu parlais de Toto Dupont il y a quelques semaines. Bon, vraiment, mec qui des fois dans ses performances dépasse l'entendement. Mais moi, je reste intimement persuadé que aussi talentueux, bonnard, extraordinaire soit-il en tant que joueur, il y a la configuration de l'humilité, de la simplicité de son frangin, de ses parents, de ses origines agricoles et le fait qu'il est en équipe de France avec les mecs qu'il connaît depuis l'âge de 6, 7, 8 ans. Tu ne peux pas t'inventer une vie. Tu ne peux pas t'inventer des rêves hollywoodiens avec tes potes dans lesquels tu es né dans le Gers. Enfin, et il se trouve que ces mecs-là se retrouvent et dans son club, presque tous, et en équipe de France. Ah, c'est les étoiles qui s'alignent, tu vois, d'être. Il a aucune chance de pouvoir être autre chose que lui-même. Non, mais c'est fou. Et donc, il reste lui-même et c'est très bien. C'est exactement ça. Il le dit. Là, il a reçu des prix et tout ça. Et la première chose qu'il dit, c'est j'ai la chance d'être dans un grand club et dans une grande équipe de France avec des joueurs incroyables. Et il sait que sans. Bien sûr que lui, en dehors de ça, il est incroyable. Mais sans tous les joueurs qui l'accompagnent, que ce soit au Stade Toulousain ou en équipe de France, il serait peut-être pas le même joueur. Ouais. Il serait incroyable, mais ce serait peut-être pas le même joueur. Bien sûr. Tu le mets ailleurs dans une autre équipe, peut-être qu'il serait pas aussi bon que ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça, il en a conscience, et je pense qu'on en a tous conscience. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une équipe, par exemple, une équipe de France, où quand on est ensemble, on se sent surpuissant. On tombe, hein, on est tombé en quart de finale, donc on tombe comme tout le monde. Mais dans l'ensemble, on a beaucoup plus gagné que ce qu'on a perdu. Donc, c'est vrai que les enseignements, avec du recul que j'en tire, c'est de se dire la cohésion et le côté humain, c'est ce qui fait la différence. On peut réviser des schémas toute la semaine, pendant 1 mois, 6 mois, 10 mois, 1 an. Le week-end, c'est tout sauf ça qui se passe. C'est juste qu'on a senti un joueur qui allait faire Damien Penaud qui va faire ses 4 crochets intérieurs. Et au dernier moment, il passe les bras. Et donc, on arrive à se connaître et à savoir ce qu'il faut faire. Je te l'ai répété 20 fois, la thèse de base de Teampact, c'est que 60% des raisons pour lesquelles les startups vont se casser à la gueule, c'est finalement ce sont des problèmes people. C'est des équipes fondatrices qui implosent, c'est des fondateurs qui ne survivent pas à l'entrepreneuriat. Ouais. Donc c'est une capacité à créer un collectif qui va performer dans la durée et individuellement performer dans la durée. Bien sûr. On ne parle pas de produits, on ne parle pas de stratégie, on ne parle pas du reste. Je pense que ce schéma, il se répète dans tous les milieux, honnêtement, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans le cinéma, dans le monde de l'entreprise. Dans tout. Il se répète dans tout. Dans tout. J'en suis persuadé. Si tu as une bonne équipe, humainement, que ça se passe bien, si les leaders tiennent la barque et sont solides dans la tête, etc., ça fonctionne dans tous les schémas. J'en suis persuadé. Tu as parlé de leadership. Tu as parlé d'apprendre des autres, d'avoir l'humilité d'entendre la critique constructive, d'avoir des gardiens du temple. Tu as parlé de connexion humaine forte, d'aller comprendre la personne. Ça m'a touché quand tu dis je suis allé chez Winnie en Nouvelle-Zélande. C'est pas que vous êtes partis en vacances ensemble en Nouvelle-Zélande, c'est que tu es allé chez lui. Donc c'est comprendre ses racines. Il n'y a pas plus la base que là où tu as grandi, même s'il est né au Samoa, mais il a grandi en Nouvelle-Zélande. Tout ça me parle beaucoup. Est-ce que tu as d'autres techniques pour créer un groupe du coup cohérent, un groupe qui vit ensemble, un groupe qui s'entraide, un groupe qui est solidaire? T'en as d'autres comme ça en tête un peu? Oui, je pense que dans un groupe, il faut avoir des leaders forts avec des opinions et des valeurs fortes. Ça, j'en suis convaincu. Et tu vois, par exemple, je reviens beaucoup à l'équipe de France parce que c'est le summum de notre sport. Il y a 5-6 leaders qui n'ont pas bougé depuis 4-5 ans et qui montrent l'exemple, qui sont forcément là parce que ça fait longtemps qu'ils y sont, qu'ils ont une énorme expérience, qu'ils ont acquis une énorme expérience, qu'ils ont ce côté leadership forcément, donc qui entraînent l'équipe vers le haut, etc. Et je pense que sans ces mecs-là qui tirent les gars vers le haut, qui aiguillent l'équipe, qui montrent la voie, qui décident, qui prennent des décisions importantes aussi pour le groupe, je pense que les équipes elles peuvent parfois s'éparpiller. Et donc je pense que c'est important d'identifier, comme dans une entreprise, des personnes avec un gros impact sur l'effectif. On va dire les meilleurs éléments, qui eux vont tirer les autres éléments qui sont peut-être un peu plus faibles, un peu plus fragiles, qui ont des difficultés, etc., vers le haut. Et dans l'entreprise, on dit souvent, par exemple, il y a dans une entreprise où on vend un produit, il y a 5 gros vendeurs sur 30. Mais 5 gros vendeurs, il faut les valoriser
pour que les autres voient leur chemin et que eux puissent après les conseiller, les aider, les tirer vers le haut. Et je pense que ça, c'est ce qui se passe aussi dans une équipe. C'est-à-dire que tu sais que tu as 5 éléments qui sont ultra performants, c'est eux qui te ramènent 80% de ton chiffre d'affaires, un exemple. Au lieu de délaisser ceux qui ramènent pas ce chiffre d'affaires, ben, eux les valoriser et leur montrer aux autres le chemin, tu vois. Et moi, je suis convaincu que c'est quand tu as des leaders forts, des personnalités fortes, avec des gros caractères, avec de grosses ambitions, ben, vont faire que les autres vont s'élever et vont se tirer vers le haut. J'en suis persuadé. T'as dit 5. C'est un exemple. Je tente un coup. Non, en équipe de France, t'as dit 5 ou 6. Je tente un coup. Je vais en oublier, évidemment. Mais si on parle de Julien Marchand, de Greg Aldrit, de Toto, de toi, évidemment, peut-être Romain Ntamak ou Thomas Ramos. Charles Olivon, Thomas Charles Olivon, on n'est pas très très loin. C'est ça. Okay, dans ce que tu as cité dans ces profils-là, pour ceux qui comprennent rien de rugby ou qui ne connaissent pas bien le rugby, Julien Marchand, c'est pas forcément le sale, c'est pas le mec qui va te scorer des points. Non. Par contre, c'est un autre type de leadership. Donc, tu as pris l'exemple de l'entreprise avec les commerciaux, mais il n'y a pas que du chiffre qui fait un ultra performeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre, à part les points, pour être un énorme leader et amener autant dans un groupe et pour être un performeur extraordinaire? Je te donne un exemple, par exemple, avec Julien Marchand. C'est un joueur de l'ombre, on appelle ça un joueur de l'ombre. Ouais. C'est un joueur qui combat, tu l'étais aussi. Et c'est un joueur qui combat, qui n'a pas le rôle le plus flatteur, il va pas marquer des beaux essais, il a que des tâches un peu, on va dire, ingrates. Mais au final, son rendement, il est énorme. Parce que si on n'a pas ses ballons, s'il lance pas bien, s'il est pas bon en mêlée, déjà le lancement, il est mort. Donc peut-être qu'au niveau des chiffres, ça se reflète pas, mais si, il est hyper important parce c'est lui qui nous permet de lancer le jeu dans tous les sens, que ce soit en mêlée et en touche, c'est lui qui est à la base du projet. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un joueur hyper important et après, de par le joueur qu'il est, on parle de Juju, mais c'est un joueur qui le montre pas forcément par la parole parce que c'est pas un très grand parleur. Exact. Il s'exprime pas forcément, etc. Même si en inside, il est quand même beaucoup plus, on va dire, jovial, etc. Mais il le montre par les actes. C'est un combattant hors pair. Et on a besoin d'avoir des mecs comme ça qui te donnent cette énergie, qui amènent en premier l'équipe sans la parole, mais par les actes. Et donc, c'est là où il est ultra important. C'est marrant. C'est un parallèle qu'on prend tout le temps. Pour que ces sacrifices de l'ombre soient valorisés, tu as parlé de Winnie Atonio. Winnie Atonio, c'est pas un mec qui fait des grandes courses, mais sans sa position en mêlée, sans ses mains dans le jeu, sans sa bonhomie, son charisme, son sourire, son côté rayonnant dans un vestiaire. C'est un glu d'un vestiaire, Winnie. T'as envie d'être à côté de lui, quoi, en fait. Il est ultra important. T'as envie d'être à côté de lui. Mais sans la valorisation de ce sacrifice pour le bien-être du collectif, la flamme peut un peu s'éteindre. Ouais, totalement. Et je me souviens que Franck Azema, il faisait ça quand on était à Clermont. Tous les lundis, on faisait la review un peu des matchs. Et évidemment, le premier truc que tu regardes, c'est les essais qui sont marqués. Ouais. Alors, c'était le Damien Penaud show. Il marquait 90% des essais. Entre lui et Ali Vérité Raka, t'imagines? Exactement. Et Franck, il faisait très, très souvent l'effort de rembobiner l'action. Il y avait toujours un truc dans une action. Bon, sauf une interception ou ce que tu veux. Enfin, OK. Sauf un lancement un essai sur lancement, première main. Mais à part ça, il y a toujours un petit élément qui nécessitait zéro talent. Mais s'il n'avait pas eu lieu, jamais on n'aurait marqué. Exactement. Et tout le temps, il venait highlighter ce truc. Et des fois, il demandait même à Damien, va faire une petite bise au pilier qui s'est jeté dans le ruck, tout seul, qui n'a pas touché le ballon, que personne n'a vu, si tu zoomes pas. Mais s'il se jette pas la tête en avant, en se faisant mal accessoirement, et ben jamais Damien aurait récupéré le ballon pour aller marquer, etc., etc. Donc il y a aussi l'importance de valoriser ce travail de l'ombre, le mettre devant pour qu'il soit pérennisé. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut avoir cette complémentarité. Il y a des personnes au sein d'une entreprise qui vont charbonner différemment, qui vont peut-être moins prendre la lumière. C'est pas eux qui vont signer le deal à la fin, mais qui ont tout préparé avant. Ouais. Tu vois. Et donc, en fait, c'est un travail d'équipe. C'est d'avoir une complémentarité énorme entre ceux qui vont aboutir au deal et ceux qui ont fait tout le travail en amont. Et là où tu as raison, c'est qu'il faut valoriser tout le monde. mais c'est vrai qu'il y en a qui prennent forcément plus la lumière que d'autres parce que la vie, malheureusement, elle est comme ça. Et dans le sport, c'est pareil. Bien sûr. Les joueurs qui ont les meilleurs contrats, les pubs, etc., c'est les joueurs qui forcément marquent, forcément ont un physique attirant, etc., etc. Quoi, on en passe, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Et les marques, aujourd'hui, elles s'arrachent des 3/4 plutôt que des avants. Ça a toujours été comme ça, malheureusement pour les avants. C'est pas prêt de changer. Ça va pas changer. Mais ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'au sein de l'entreprise ou au sein d'un club, c'est hyper important, comme tu l'as dit, Azema qui le fait très bien, de valoriser le pilier qui s'est jeté, qui a récupéré le ballon et que personne n'a vu. Parce que dans la tribune, tu le vois même pas, quoi. Tu vois juste Damien Penaud marquer et plonger et célébrer l'essai, quoi.
Mais c'est là où tu as raison, c'est qu'il faut valoriser tout ce qui a été fait en amont aussi. Ça se fait beaucoup plus en interne. Le journaliste, il a même pas vu que... C'est pas grave. C'est pas lui qui juge la performance. Exactement. Il est là pour jouer son rôle. Les journalistes, ils sont là pour, in fine, créer des contrats plus juteux pour les joueurs, pour créer une expérience des spectateurs qui sera meilleure. Ils jouent leur rôle, c'est pas un souci. Totalement. On a parlé de tout ce qui va bien. On a parlé de ton explosion au plus haut niveau, des sélections d'équipe de France. On n'a même pas parlé du fait que tu es quand même le recordman de sélection à date. 90 sélections, c'est absolument phénoménal. Pour les gens qui comprennent rien au rugby, il y a un club des centenaires. Les centurions, ceux qui arrivent à cette milestone incroyable d'avoir 100 sélections pour son pays, c'est un truc gigantissime. On joue à peu près 10 matchs internationaux par an, donc ça veut dire 10 sélections en moyenne sur 10 ans, c'est énorme. Et ça, on n'a même pas pu en parler. Mais j'aimerais juste qu'on prenne 5 minutes pour parler des moments plus durs, des moments plus compliqués. Quels ont été les moments où vraiment tu as été dans le doute, où tu as été dans la peine, où tu as eu les moments les plus compliqués pour toi? Est-ce que c'est gérer les médias? Je t'ai jamais posé la question. T'as souffert du racisme, toi, dans le rugby ou jamais? Non, honnêtement, je sais qu'il y en a, ils l'ont vécu. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Mais jamais eu En tout cas, je ne l'ai jamais ressenti et je pourrais jamais dire que dans le rugby, il y a du racisme. Il doit y en avoir, comme de partout. Mais en tout cas, moi, en inside, je ne l'ai jamais ressenti, je ne l'ai jamais vécu. Donc, ce n'est pas un point où j'ai souffert. J'ai souffert énormément dans ma carrière. J'ai été énormément déçu, forcément, comme beaucoup de joueurs. C'est quoi tes plus grosses déceptions, du coup? Les moments les plus durs que j'ai eu dans ma vie, c'est quand j'étais à Toulouse, l'année où je suis transféré au Stade Français, j'ai perdu ma maman. Là, j'ai vraiment eu un moment de doute où je me suis remis en question sur les choses importantes de la vie. Je me suis mis à moins m'entraîner, à plus avoir envie de jouer au rugby. Donc très vite, je voyais que mes performances elles étaient très mauvaises ou très moyennes. En équipe nationale, je suis plus le titulaire. Donc là, tu te remets encore en question. Après, c'était une conséquence aussi de ta C'était une conséquence de personnelle. tout. En fait, c'est un enchaînement très difficile. Et j'ai pris la décision de partir parce que je sentais que j'avais besoin de voir autre chose. J'étais dans un cocon à Toulouse où ce club m'a apporté énormément. Et j'ai pris le pari de vouloir voir autre chose et d'aller tenter une autre aventure pour me redonner goût un peu au rugby parce que je sentais que je commençais à stagner, que ce soit rugbystiquement, humainement. Et je sentais qu'il fallait que je vois autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai vécu très dur la séparation avec le Stade Toulousain parce que c'était un peu devenu ma famille et j'ai fait ce choix-là parce que je sentais que moi, sinon, j'allais me perdre dans ce sport. Et donc, c'était un choix très difficile à faire. Je me souviens quand je leur disais au revoir et que tous mes potes pleuraient, etc., en me disant « Mais pourquoi tu pars? T'es dans un des meilleurs clubs d'Europe. Qu'est-ce que tu vas aller où de mieux, quoi ?» Et je leur disais que j'avais besoin, moi, personnellement, après cette blessure profonde que j'ai eue de perdre ma mère, etc., de voir autre chose et de me remettre encore en question, mais vraiment de me remettre en question. C'est pas juste réfléchir à comment... C'est de me dire, gars, là, il faut un nouveau challenge, un nouveau truc où tu arrives, où tu sens que... Et j'avais franchi un peu ce cap de plus être un joueur qui venait d'arriver, tu vois, ça faisait quand même 6 ans. Et là, j'arrivais au Stade Français, j'avais une énorme pression de me disant, Gaël, là, maintenant, t'arrives, t'as tout qui va avec. Et c'était quasiment un transfert de foot. C'était une première fois que les contrats sont rachetés. C'était un des premiers, C'était un des premiers contrats rachetés et tout, donc j'avais une énorme pression sur les épaules. Et je suis arrivé au Stade Français avec beaucoup d'ambition. Et là, ça a été vraiment une épreuve dure. Après, la plus grosse épreuve... Attends, avant que et si t'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Je te réponds. Comment on fait pour gérer une perte personnelle atroce, violente, inexplicable, inexpliquée, tout en j'imagine, quelques jours plus tard, repartir à l'entraînement, rejouer des matchs quelques semaines après. Enfin... En plus, moi, ma mère, ça a duré 8 mois. Donc, en fait, je faisais des allers-retours 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine pour aller la voir à l'hôpital. Donc, c'était vraiment une période où physiquement, j'étais cuit parce que je faisais des heures de voiture. J'avais ces 4-5 heures pour aller à Toulon de Toulouse. Plus le fait de voir sa maman se dégrader, etc. Donc, c'était vraiment des moments durs et tu te remets en question. Tu te dis, c'est quoi le but de la vie, en fait? J'étais loin d'eux, etc. Donc, tu te remets vraiment en question, honnêtement. Et tu te dis, qu'est-ce qui est vraiment primordial dans ta vie? C'est quoi les choses importantes? Donc là, en fait, le rugby, je l'ai vraiment mis au second plan à ce moment-là de ma vie. Et je me suis dit que c'est vraiment ma famille. Et c'est là où ça m'a rassuré aussi sur la cause de pourquoi je me bats tous les jours, tu vois. Et donc, c'était une période très dure à gérer. Et physiquement, c'était très dur parce que j'arrivais des fois la veille, le jour du match. J'arrivais 2 heures avant. C'est-à-dire qu'ils étaient au vert. Et Hugo Mola me disait, tu viens juste avant le match. Mais parce que ça a duré 8 mois. Tu partais voir la famille et tu revenais juste avant, direct en bagnole tout seul. Ouais, ça a duré 8 mois. Donc, il ne pouvait pas me dire, pendant 8 mois, tu joues pas, tu vois. Donc,
Et il a joué le jeu, hein. Honnêtement, il a été extraordinaire avec moi. Les premiers matchs, il me les a fait, il me les a mis, on va dire, gratos. Et après, au bout d'un moment, il faut jouer. Donc, et le club a besoin de toi aussi. Donc, j'ai essayé de trouver un terrain d'entente. Et ça s'est super bien passé parce qu'ils m'ont pas lâché. Ils ont été géniaux. Honnêtement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais c'était vraiment une période compliquée pour moi. Tu m'étonnes. Et l'année d'après, j'ai décidé de partir parce que je sentais qu'il me fallait un nouveau projet. Il me fallait une chose nouvelle dans ma vie. Et le Stade Français est tombé à pic à ce moment-là. Et en plus de ce nouveau challenge, t'as pu trouver alors je sais que tu es très proche de ton frère, mais t'as pu trouver des endroits, des espaces, des personnes avec qui tu pouvais te confier ta peine, avec qui tu pouvais partager ta peine? Ben, honnêtement, moi, je suis d'une tendance un peu spéciale. C'est de me dire, une fois que t'as trouvé ta problématique, ton problème, que tu l'as analysé, que tu sais pourquoi tu as ce problème, si j'ai effectué toute cette démarche-là avant, je suis capable de le régler aussi seul. De faire je dis pas qu'il faut tout le monde fonctionne comme ça, hein. Je comprends qu'il y en a qui ont besoin de parler, etc. Bien sûr. J'écoute, on me dit Gaël, ça va pas sur tel plan, etc. Que ça peut être cette période-là où j'ai vraiment eu ces difficultés, etc. Mais même dans la vie, par exemple, on peut me faire reproche, on me dit Gaël, t'es trop comme ça. Je l'ai analysé, j'ai compris, je suis d'accord avec eux, j'acquiesce, je suis d'accord. Mais je vais tout faire pour le régler moi-même. C'est-à-dire, je vais d'abord, en tout cas, élaborer un plan en me disant Gaël, sur ça va pas, tes amis trouvent que t'es trop comme ça, t'es trop excessif, tu dis trop les choses, etc. ou t'es trop direct. Bah, je vais me dire, je vais faire un travail en amont, je vais me dire maintenant Gaël, réfléchis avant de dire un truc, peut-être que tu vas blesser la personne, peut-être que tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et donc j'essaye d'évoluer sur ça, mais j'essaye de trouver les solutions en interne, parce que si j'ai identifié le problème, pourquoi je pourrais pas le régler? C'est ce que je me dis. Et si par contre j'arrive pas à le régler, ça m'est déjà arrivé d'en parler à des coachs mentaux, etc. Mais je pense que je suis capable, du moment où j'ai identifié le problème, de pouvoir le régler aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te mets un challenge même au fait de résoudre tes propres problèmes. Je me l'écris et tout, honnêtement. Tous mes potes, ils me disent, mais pourquoi t'as tout le temps 2 livres? J'ai 2 livres noirs. Et en fait, tous les matins, j'écris... C'est quoi ces 2 livres noirs? Parle-moi de ces 2 livres noirs. Bah, j'ai 2 livres noirs où, en gros, il y a tout ce que j'ai à faire, chaque jour, etc. Donc, il y a quand même pas mal de tâches. Donc ça, c'est un rugby et hors rugby? Et hors rugby, bien sûr. Ah oui, rugby et hors rugby. Tu mets dedans, rappelez Benjamin? Oui, je le mets. Franchement, je le mets. C'est un paquet de fois. Et en fait, je me mets des notes. Et en fait, j'essaye d'effectuer entre 5 et 10 tâches par jour, en sachant que je m'entraîne de 8h à 16h. Ouais. Donc, de 16h à 20h, 21h, j'essaye de faire ces 10 tâches tous les jours. Ouais. Et si j'arrive pas, ben, je les reporte au lendemain et j'en rajoute 3-4 que j'ai déjà effectué. Enfin, j'en rajoute 3-4 que j'ai pas faites. Et donc, tous les jours, j'essaie d'avancer sur entre 5 et 10 tâches. Et après, j'ai un autre livre où, en fait, j'écris beaucoup de citations, beaucoup de livres que j'ai lus, par exemple. Et ça me permet de les relire, etc. Des fois, ça, je devrais pas le dire, mais des fois, pendant les vidéos de rugby, quand je sens que c'est trop long, etc., ben, je relis ce cahier noir. Et le coach, il croit que je relis les combinaisons, mais je relis ça. Ben là, s'il voit le podcast, c'est tes notes à toi, quoi. C'est mes notes à moi, en fait. Mais ça m'apporte aussi sur le rugby parce que ça me fait me sentir mieux. Et en fait... Tu fais tes débriefs de match dans ton petit carnet? Ouais, j'ai 3 carnets, en fait. J'ai un carnet de match où, en fait, j'ai écrit mes 6 tâches que je dois faire offensivement, défensivement. Ouais. En me disant, voilà. Avant le match. Avant le match. Un petit mémo. À la fin, je valide les points si je les ai respectés ou pas. Donc, le lendemain du match, etc., je regarde si j'ai mis l'alternance qu'il fallait. Non, là, j'ai pas été bon. Donc, soit je mets vert, soit je mets rouge si je l'ai pas effectué, soit je mets noir si j'ai fait le truc à moitié. Et donc, en fait, ça me permet de savoir comment j'ai évolué, etc. Et pareil, dans le boulot, je fais pareil. Et après, j'ai un livre où j'ai que des citations, des débriefs de livres que j'ai lus, des expériences que j'ai eues, etc. Donc j'ai 3 livres, j'en ai 2 vraiment que j'ai tout le temps au quotidien, et j'en ai un de match où j'ai les matchs depuis que j'ai 18 ans. Quoi. Depuis que tu as 18 ans? Ouais. Bon là j'ai changé quand même de cahier, hein, mais j'en ai, ils sont à la maison et tout. C'est magique ça. Mais il y a un coach qui pourra te dire que je le fais depuis que j'ai même 15 ans. C'est Gérald Bassine. Il te le dira, ils m'ont pris au Pôle Espoir parce que ça les avait choqués. Au Pôle France, j'ai été surclassé de 2 ans, et ça les avait choqués. Parce qu'il disait, à l'époque, ça se faisait pas d'écrire sur un livre, tu vois, quand on a... Il a pas rejoint le stade du 15 de France pendant un moment, Gérald? Si, il était, maintenant il est à Perpignan. Ouais, c'est ça. Et il le dit tout le temps à ses jeunes, etc. Il y a plein de jeunes joueurs qui me disent, mais Gérald Baptiste, il dit tout le temps, mais Gaël Fickou, il avait tout le temps son carnet, il notait tout. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours eu ce réflexe-là, d'écrire les choses. Parce que sinon, tu les oublies déjà, et tu les ancres pas. Et en fait, c'est comme si je m'engageais à le faire. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est un pacte avec toi-même. Ouais, c'est ça. Et quand j'écris, à la fin, j'ai ma petite signature, j'écris une petite phrase que je garde pour moi. Et si je l'écris, ben, je suis obligé d'agir. Voilà, faut que je le fasse. Après, j'ai perdu des matchs, hein, mais, oui, mais voilà. Tout le monde. En tout cas, je sais que ça y est, là, j'ai validé le truc. Bon, maintenant, je vais au match, tu vois. Putain, c'est fou. C'est le Antoine Brizard, double champion olympique de volleyball. Ouais.
qui fait partie de la communauté Teampact, qui est un mec vraiment brillant que j'aime beaucoup. Tu l'adorerais, à mon avis, vous entendriez très bien. Et il me parlait justement de sa structure de cahier que lui, il a aussi. Et ça lui permet tout simplement de dormir après le match. D'accord. Parce que lui, il fait comme toi. Il se dit, si dans ma semaine, je dois faire plein de rôles et que mon rôle, en tant que joueur international, si je veux devenir meilleur passeur du monde, je dois en faire tout petit peu plus que les autres, ben, il s'écrit un truc. Quand les mecs vont faire 100 passes, moi, je vais en faire 110. Des fois, il se dit, lui, il écrit des trucs, je dois passer l'aspirateur pendant 1 heure. Mais vraiment, c'est juste l'histoire de se dire, je dois me mettre des tâches en me disant, au moins ça, je l'ai fait, lire pendant 30 minutes, développement personnel, petites tâches du quotidien, etc. Mais aussi, il se met ses petits objectifs avant les matchs. Et surtout, après un match, il fait comme toi. Il se juge lui-même. Et quand il ferme le cahier, c'est le moyen qu'il a. Le match est terminé. Ça y est, et ça lui permet juste de se détendre. Parce que tu sais comment c'est sinon. C'est pour ça qu'on sort et qu'on fait la bringue. Parce que sinon, t'as le cerveau qui est à 10 000 et quand t'as joué à 21h, tu fais à 23h. T'as la testo qui est à fond et jamais tu dors quoi qu'il arrive. Et lui, c'était ce passage à l'écrit qui lui permet de refermer le bouquin et de passer à autre chose. Je savais même pas que tu faisais ça, tu vois. Ouais, je te jure. Et je le fais depuis que j'ai 15 ans même. Enfin, 15-16 ans. Depuis que j'ai fait les pôles espoirs. Et je sais pas, j'avais entendu dire que Wilkinson, il faisait ça. Donc je me suis dit, si en équipe nationale un jour, je vais faire pareil. C'est pas trop mauvais, Johnny, quand même. Sacré joueur. Putain, écoute, le temps tourne et t'as parlé de bouquins, on va en parler justement, des petites recommandations. Mais avant ça, je suis obligé de te poser la question. Je sais pas si c'était d'ailleurs le deuxième truc le plus dur dont tu voulais parler, mais en octobre dernier, quand vous perdez en quart de finale contre les Sudaf, le quart de finale de Coupe du Monde 2023 en France, une Coupe du Monde que j'ai suivie au premier plan, et tu sais très bien que toute la France était derrière vous. Je pense que vous l'avez vraiment bien manœuvré parce qu'il y avait énormément de pression. Vous avez affronté cette pression, on avait parlé tous les deux quand le camp d'entraînement avait été fait dans les Landes. Je me souviens plus, dans un camping ouvert aux autres. J'avais trouvé ça très smart. Je vous avais trouvé détendu, ouvert. Bon, vous tombez sur une équipe qui est extrêmement expérimentée, extrêmement physique, perdez un point. Bon, c'est quand même pas une ratatinée. Qui sont accessoirement double champion du monde maintenant. Et quand tu gagnes 3 fois d'un point, bah, c'est qu'ils avaient quand même un esprit supplémentaire. Et, je suis obligé de le dire, c'est pas une boîte à excuses. Vous êtes aussi 5 éléments qui auraient peut-être fait la différence sur le banc et Jus en fait partie. Enfin, tu vois, bref, peu importe. Tu fais comment pour te relever? Est-ce que tu t'es déjà relevé, déjà? Est-ce que tu te considères être à nouveau debout ou pas après cette blessure du dernier quart de finale? Oui, sincèrement, aujourd'hui, oui. Mais c'est vrai que les 2-3 mois qui ont suivi ont été extrêmement durs. Et surtout le lendemain. Honnêtement, je me souviens que le lendemain, on avait un brunch avec tous les gars de l'équipe, la famille, etc. Et moi, j'étais rentré chez moi. Enfin, on avait fait la fête entre nous à l'hôtel pour se dire au revoir. Parce qu'il y a des joueurs qui arrêtent leur carrière, il y en a d'autres. Tu sais jamais si tu vas revenir, etc. Donc, c'est la fin d'une aventure quand même. On attend 4 ans et on se dit que c'est quand même la fin. Un peu. Et donc le matin, je rentre chez moi voir ma famille, etc. Et eux, après, partaient. Donc on avait rendez-vous à 13h, 13h30. Et donc à 11h30, je vais voir ma famille et tout. Je reste avec eux 1 heure. Et dès qu'ils partent, un coup de blues, mais terrible, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait le monde qui s'écroulait sur nous. Et que c'était... J'avais l'impression que c'était un cauchemar, honnêtement. Vraiment, c'était la sensation, j'avais jamais vécu ça auparavant. J'ai eu des désillusions, des défaites, etc. On en a tous eu. Il y avait tellement d'attentes autour de ce titre. C'était en France, c'était devant notre public, on roulait depuis 4 ans, on avait gagné tout le monde. Et c'était ce qui nous manquait, quoi. Et le fait d'être passé à côté de cette compétition, pas forcément passé à côté, mais d'avoir perdu ce match et de ne pas avoir gagné cette compétition, j'avais l'impression que c'était comme si on avait fait un travail, mais qui n'avait pas abouti à grand-chose, quoi. Et donc la sensation, elle était extrêmement difficile et décevante. Et donc, honnêtement, pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'étais l'ombre de moi-même. Mais même dans la vie. C'est-à-dire que j'avais goût à rien. J'avais l'impression que j'avais tout perdu, quoi. Et c'est terrible parce que, en soi, la vie, elle continue. Le rugby, dans 10 ans, ça fait plus partie de ta vie et tu fais autre chose. Mais à ce moment-là, j'avais ce ressenti de se dire, je me suis même posé des questions, c'est de dire, c'est peut-être, ça y est, il faut peut-être arrêter, tu vois. C'était l'étape que tu attendais, c'était le truc dans ta vie que tu voulais à tout prix, etc. Et mes performances en ressenti, j'étais catastrophique. Et puis, cramoisi dans la tête. Et tu vois, genre, des fois, les journalistes, ils me disaient, mais tu sens que t'es moins bien. Je dis, mais non, mais je suis nul en ce moment. Je le sais. Et j'avais même pas besoin que le coach, tellement, il faisait même plus, il me mettait quand même parce qu'il avait besoin de moi. Mais il me disait, t'es l'ombre de toi-même, tu joues plus tes duels, tes passes, elles sont mauvaises. Tout était mauvais, honnêtement. Et j'ai cette honnêteté de me le dire. J'avais même pas besoin que, dès qu'il y avait une mauvaise action, je me disais, putain, il faut que tu lèves la tête, il faut que tu remontes. Et j'avais jamais été aussi comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours cette mentalité à me dire, mais non, mais j'ai raté ça, là, le prochain, je vais le défoncer, ou je vais faire mieux.
Ben là, vraiment, je sentais que même au fond de moi, j'avais plus rien, tu vois. J'avais plus rien, plus d'énergie, j'avais plus envie. Et au bout de 2 mois, on repart, 2-3 mois, on repart en Rocination et je suis à mort. Enfin, même Fabien m'appelle, il me dit, moi, je te lâcherai pas, mais t'es à mort, Gaël, il va falloir trouver des solutions, etc. Première destination, on passe à côté. Là, je me dis, ouais, Gaël, faut vraiment peut-être te poser les bonnes questions, peut-être retourner au moins 1 an en club et arrêter. Et en fait, le match d'après, je finis homme du match. Le match d'après, je finis homme du match. Je finis meilleur marqueur du tournoi français. Tu fais un sprint à une pointe à 34 km/h. Ouais, j'étais là, tu me l'avais dit direct. Et que j'étais pas monté à ce point depuis des années. Et en fait, j'ai l'impression que j'avais besoin d'être au pied du mur. Et là, après l'Irlande, j'étais au pied du mur. Au pied du mur, mais aussi, si tu le dis, c'est que c'est fort, que tu as des coachs qui te lâchent pas. Ah oui. Moi, je te lâcherai pas. Ça, c'est fort, j'admire. Fabien, il te dit quand même. C'est ce que j'admire chez Fabien, c'est que c'est quelqu'un, quand il te donne ta confiance, etc. En tout cas, moi, personnellement, il m'a jamais lâché. Et je l'ai jamais lâché aussi. J'ai toujours tout donné sur le terrain. Après, j'ai pas été bon. Tu veux lui rendre. Mais je me souviens avoir une conversation dans sa chambre. Il me dit, Gaël, moi, je te lâcherai pas. Mais là, après l'Irlande, va vraiment falloir que. Et là, en fait, j'ai l'impression d'être devant une armée. Je suis sur une plage et j'ai plus de bateau. C'est soit je défonce l'armée, soit je suis mort, de toute façon, dans tous les cas. Et j'avais vraiment ce ressenti-là. Et c'est là où j'ai compris un truc, c'est que j'avais besoin de me nourrir du néant pour remonter à la surface. Tu vois ce que je veux te dire? D'être vraiment au pied du mur, de me dire, là, Gaël, si je refaisais un match comme ça, je pense qu'il pouvait plus. Il m'a dit, là, après, je pourrais plus, Gaël. Là, déjà, je t'ai pas lâché. Donc là, si tu me fais pas un gros match, ça va être dur. Et je suis rentré sur le terrain avec la pression que j'avais quand j'avais 18 ans. Que je n'avais plus depuis un moment, parce que forcément, la pression, tu la domptes un peu plus, même si tu l'as toujours, mais tu la domptes. Ben là, vraiment, je me suis dit, là, va falloir prouver à tout le monde, parce que je le voyais même dans le regard de certains coéquipiers, qui parlaient pas comme quand ils me parlaient il y a 6 mois, ou tu vois. Mais pas méchamment, hein, mais tu sentais que j'étais en difficulté. Petite pointe de doute. Voilà, exactement. Et ben là, je sors un très gros match face à l'Écosse, un gros match, et ça se finit super bien, tu vois. Je marque contre l'Angleterre à la fin, l'essai de la gagne et tout. Et donc ça se passe super bien jusqu'à la fin, et là, depuis, je revis à nouveau, mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai compris un truc dans la vie, je pense avoir compris. En tout cas, j'ai pas la prétention de dire que j'ai tout compris, mais j'ai compris un truc, c'est que la vie, c'est des hauts et des bas, surtout dans notre sport. T'as des hauts de malade et t'as des bas de malade. Et en fait, c'est ce qui me nourrit. C'est quand je suis en bas, tu te remets en question et tu repars pas à zéro parce que t'as acquis une expérience qui est énorme, mais t'es quand même en bas. Donc là, maintenant, Gaël, il va falloir remonter, etc. Et en fait, je pense que ça m'a nourri. Ça m'a nourri. Et la dernière fois, j'écoutais un combattant de MMA, il me dit, je nourris ma force dans lui. Moi, je nourris ma force dans ma famille, dans tout ça et ça. Lui, il a dit, je nourris la force dans la faiblesse et dans le doute. Et en fait, il s'est exprimé, il disait que je n'ai jamais été aussi bon que quand j'étais au pied du mur. Et moi, j'ai l'impression que j'avais besoin de passer ce moment-là, tu vois. Et je pense que ça m'a fait du bien parce que depuis, ça se passe plutôt bien, on va dire. Et j'ai retrouvé un très bon niveau, etc. Mais j'étais vraiment à ce moment-là au pied du mur. Et je le ressentais vraiment. La peur de décevoir, ouais, la peur de laisser tomber les copains, la peur de laisser tomber l'équipe, c'est peut-être quelque chose d'extrêmement sain et de bien. Ouais, exactement. Écoute, on n'a même pas pu parler de toutes tes aventures entrepreneuriales. Peut-être un mot là-dessus. Je sais que tu es extrêmement curieux, que tu as plein de trucs. Tu viens de lancer une nouvelle agence, Talent is Art, c'est ça? Talent is Art, c'est une boîte de prod. Ouais. On fait de la pub, de la créa, des séries, des docs, des films qu'on écrit et qu'on est en train de négocier pour les vendre sur des plateformes ou magnifique. Des prod. Et une boîte de textile qui s'appelle Take Care, où on vend une technologie, etc. Donc après, on fait de la restauration, comme tu sais, on a plusieurs pôles, et surtout, on investit dans... Le Gueuleton. Exactement. Et le Gueuleton à Toulon. À Toulon, exactement. Ouais. Exactement. On va dire que je suis polyvalent, mais toutes mes expériences professionnelles viennent à la base de rencontres. Et honnêtement, j'ai pas de qualification dans un domaine précis. Je pense que, comme dans le rugby, on en parlait tout à l'heure, il faut savoir s'adapter. Ouais. Et j'écoute beaucoup. C'est-à-dire que j'essaie de m'entourer de personnes qui sont compétentes. Ouais. Et après, je les écoute et j'ai mes idées. Je pense être quelqu'un de créatif. Ouais. Et après, je m'entoure de quelqu'un qui sont très forts dans l'opérationnel. Donc, j'essaie de m'entourer comme ça. Moi, je sais que je suis un créatif, j'ai des bonnes idées, etc. Mais après, il faut des gens qui m'accompagnent pour les mettre en place. Et donc, dans mes projets, ça va dans des milieux différents. Ça va dans le textile, ça va forcément dans le cinéma, dans l'audiovisuel et la restauration. Donc, c'est quand même 3 pôles bien différents. Et Team Pact. Mais qui fonctionnent, et Team Pact, mais qui fonctionnent quand même généralement pareil. Écoute, nous, on est extrêmement fiers de t'avoir avec nous dans certaines boîtes de Team Pact et c'est que le début. Mais ce qui me fait hyper plaisir à une discussion, même si on aurait pu rester des heures, c'est que là, je pense qu'on va pouvoir partager au plus grand nombre. Là, je suis certain qu'il y a des gens qui vont m'appeler en disant « Putain, j'ai découvert la profondeur de Gaël. Je comprends mieux pourquoi il te plaît tellement et pourquoi il est tellement intéressant. » Donc, à mon avis, tu es qu'au
t'es encore un jeune homme, t'as plein de choses à faire dans ta vie, tu vas apprendre, tu vas être le dos au mur peut-être un peu souvent, mais parce que t'as une telle ambition que forcément tu vas toujours décevoir des gens quand tu vas être tellement exceptionnel. Mais tant que tu déçois pas les tiens et toi-même, je pense que tu vas aller très bien, donc c'est canonissime. Un bouquin que tu recommandes à lire, que t'aimes beaucoup? J'en ai deux. Un seul, faut choisir. La règle des 80-20. Ok. Qui c'est qui a écrit ça? C'est, si je me trompe pas, John Keane. Magnifique, on regardera. Un documentaire, un film, une série? Série Californication, mais ça n'a aucun sens. C'est juste que Vas-y, recommence. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. Mais sinon, un film, Forrest Gump, il faut croire en ses rêves et il faut tout donner. Ça me il pensait pas pouvoir marcher et il se retrouve à être. La vie est une boîte de chocolat. Ouais. Je l'avais pas vu, celle-là. Je l'ai pas vu venir. Extraordinaire. Un entrepreneur ou un athlète que tu aimerais rencontrer et qui t'inspire et pourquoi? Je dirais Didier Drogba. Ok. Mais vous l'avez rencontré il y a pas longtemps, non? Ouais, je me souviens. Et avant de le rencontrer, j'étais déjà fan de ce qu'il dégage et ce qu'il est. Il est simple, il est très humble. Ouais. Il a une carrière extraordinaire. Il nous a raconté un peu l'inside de sa carrière, c'est quand même fou. Ouais. Il vient de rien. Ouais. Il est africain. L'image qu'il reflète en Afrique, elle est exemplaire. Et t'as le deuxième qui est un peu pareil, c'est Sadio Mané, qui est pour moi un exemple d'humilité, de rigueur, de bienveillance. Il aide beaucoup son pays, etc. Et moi, c'est des personnes comme ça qui m'inspirent. Honnêtement, ça m'inspire parce que j'espère un jour pouvoir aider aussi l'Afrique, parce que je pense que c'est un continent avec un talent fou. Mon père est sénégalais, donc d'où l'importance que je porte à ça. Et j'espère faire des projets incroyables. Je t'en parlerai un de ces quatre, mais faire des projets en Afrique aussi, plus pour aider que pour entreprendre vraiment, on va dire, en mode business, mais pour aider et mettre un peu la lumière là-bas. Impact sociétal, avec grand plaisir. Gaël, je peux tout simplement te dire merci pour ton temps, pour ta sincérité, pour cet échange qui est riche et passionnant. L'énorme problème que tu vas avoir, c'est que c'est absolument pas la dernière fois qu'on se parle, parce que là, c'était beaucoup trop court. Ouais, c'était vrai. Ça plus tard. Encore merci. Avec plaisir.